Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans la 9e lettre de Silo pour explorer une question fondamentale qu'elle soulève. Une question qui, même des décennies plus tard, est toujours aussi pertinente, aussi brûlante. Et tout commence avec ça. Une question simple, directe, qui ouvre la lettre. Silo ne prétend pas avoir la réponse, loin de là. Il nous invite plutôt à la poser avec lui, à regarder au-delà des beaux discours et des déclarations officielles pour voir ce qui se passe quand on confronte l'idéal à la réalité. Pour commencer, Silo nous ramène à la grande promesse, à ce moment d'espoir immense juste après la guerre. Mais, tout de suite après, il nous met face à ce qui ressemble à une trahison monumentale de cette même promesse. Alors, le décor est planté en 1948. Imaginez, plus de 160 nations qui signent la Déclaration universelle. C'est un engagement mondial, du moins en théorie, pour défendre la dignité et la liberté de chaque être humain. Ça semble être une base solide, non? Sauf que, comme Silo le souligne, il suffit d'ouvrir les journaux, de lire les rapports pour voir que la réalité est brutalement différente. Alors, passons de l'idéal au bilan, au concret. Pour bien nous montrer ces décalages, Silo cite un rapport d'Amnesty International de 1992. Et les chiffres sont crus. Dans 110 pays, on pratiquait la torture de façon institutionnelle. On continue. Dans 62 pays, on trouvait des prisonniers de conscience, c'est-à-dire des gens mis en prison juste pour leurs idées. Et dans 45 pays, c'était les gouvernements eux-mêmes qui organisaient des assassinats politiques. Bon, c'est vrai, ces chiffres datent un peu, mais ils illustrent parfaitement une faillite généralisée, un jeu hypocrite de la part de ceux qui s'étaient engagés à protéger ces droits. Maintenant, allons un peu plus loin dans la critique de Silo et nous montre comment la noble idée des droits de l'homme a non seulement été trahie, mais aussi détournée, utilisée comme une arme. Silo utilise une métaphore vraiment frappante pour décrire ça. La colombe de la paix, ce symbole d'espoir, est devenue, et je cite, « un volatile auquel on poussait des cerfs ». L'image est forte, hein? Un idéal de paix qui devient un prédateur. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement? Silo décrit un mécanisme assez cynique. Ça commence toujours par l'humanitaire, on arrive avec de la nourriture, des médicaments, puis on ouvre le feu. Ensuite, on choisit de soutenir la faction locale la plus docile, la plus soumise, et à la fin, une 5e colonne, des alliés à l'intérieur du pays, se met à crier à la violation des droits pour justifier l'intervention et imposer un nouvel ordre. Et c'est là que ça devient vraiment dangereux. Silo nous avertit qu'on est sur une pente glissante. Même les interventions qui nous semblent justifiées aujourd'hui créent des précédents. Elles ouvrent la porte à de futures actions qui, elles, n'auront peut-être plus rien d'humanitaire. La critique ne s'arrête pas à la politique. On parle beaucoup de liberté d'expression, de torture, mais on oublie souvent les droits économiques. Pourtant, ils sont là, écrits noir sur blanc dans la déclaration. Regardons le texte. L'article 23 est très clair. Droit au travail à des conditions justes, protection contre le chômage. C'est une promesse qui sonne terriblement creux pour des millions et des millions de personnes aujourd'hui. Et ça continue avec l'article 25, le droit de manger à sa faim, d'avoir un toit, de recevoir des soins médicaux. On parle ici de droits essentiels à la dignité, pas de luxe, et pourtant, on les bafoue constamment. Alors, où est le problème? Il est là, caché dans l'article 22. C'est la petite phrase qui change tout, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. C'est une véritable porte de sortie qui permet de faire passer des modèles économiques avant les droits humains. Et ça illustre parfaitement comment une idéologie, celle du libre-échange, peut vider ses droits de leur sens. Au nom de la prospérité, on coupe dans les budgets sociaux. Résultat, la santé, l'éducation, ça devient des services pour ceux qui ont les moyens de payer. C'est un système d'extorsion où le capital menace de partir si on essaie de le réguler. Maintenant, allons encore plus en profondeur. Ces droits qu'on dit universels, est-ce qu'ils le sont vraiment? Ou est-ce que c'est juste une vision du monde bien particulière, celle de l'Occident, qu'on a imposée à tout le monde? On se retrouve avec deux idées qui s'affrontent. D'un côté, la thèse universaliste, l'être humain a des droits fondamentaux, peu importe sa culture ou son pays. De l'autre, la thèse culturelle qui dit que nos droits universels ne sont en fait que la vision occidentale du monde, présentée comme la seule valable. Prenons un exemple bien concret. La famille. L'article 16 la décrit comme l'élément naturel et fondamental de la société. Mais est-ce que cette vision du mariage, de la famille, est vraiment universelle? Pour une énorme partie de l'humanité, la réponse est non. Ça nous force à demander sur quoi se base cette prétendue universalité. On arrive maintenant au cœur de la pensée de Silo, à sa proposition qui change complètement notre perspective. Et si les droits de l'homme n'étaient pas un héritage du passé, mais plutôt une aspiration, une révolution tournée vers l'avenir?
Silo pose une distinction qui est fondamentale. Le droit, soit il dépend du pouvoir en place, et dans ce cas, il est fragile et relatif, soit il est une aspiration, un but à atteindre, un idéal pour lequel il faut se battre sans cesse. Et voici une idée qui renverse complètement notre façon de voir les choses, c'est le pouvoir qui crée la loi pour se légitimer. Ce n'est pas la loi qui existe dans l'absolu pour limiter le pouvoir, la loi, au fond, est un instrument du pouvoir. Et tout ça nous amène à la conclusion la plus profonde et la plus inspirante de la lettre. Les droits de l'homme, ce n'est pas un acquis qu'on met dans un musée, non. C'est un horizon, c'est un projet. Chaque injustice, chaque violation ne fait que raviver la lutte pour les atteindre. Il tire notre intentionnalité vers un futur qu'on doit construire. Bon, ce qu'on vient de faire ensemble, c'est vraiment juste un survol de la pensée de Silo. Une pensée riche, provocatrice, sur un sujet qui est complexe, mais tellement essentiel. Pour vraiment creuser cette réflexion, l'intégralité de la lettre se trouve dans le livre « Lettres à mes amis ». Le lien s'affiche à l'écran. C'est une lecture qui pousse à remettre en question nos certitudes et surtout à imaginer le futur autrement.